Toyota, l'annonce officielle a été faite aujourd'hui. 2000 emplois créés à Valenciennes par le constructeur automobile japonais. Insécurité dans les transports urbains. Le gouvernement renforce les mesures de sécurité en hommes et en matériel. Répression accrue contre les fauteurs de troubles. Crédit Lyonnais, 1 an et demi après l'incendie du siège social à Paris, l'enquête prouve que le feu a démarré en 2 endroits distincts. L'hypothèse d'un acte criminel n'est donc plus à exclure. Tous les salariés français appelés demain à voter pour élire les conseillers au prud'homme. La justice du travail à parité entre salariés et patrons, une exception française. Enquête dans ce journal. À la découverte des plus belles voies de l'île de Beauté, à Sartène en Corse, un passionné est parti à la recherche des chants sacrés les plus anciens qui remontent au XIIIe siècle. Madame, Monsieur, bonsoir. Après l'avoir espéré, après l'avoir laissé entendre, après l'avoir annoncé, c'est désormais officiel depuis ce matin. La firme automobile japonaise Toyota s'implante à Valenciennes pour y créer 2000 emplois directs. 2000 emplois d'un coup dans le contexte économique actuel, c'est une très bonne nouvelle après une très longue négociation. Et en l'annonçant ce matin, eh bien, le Premier ministre Lionel Jospin en a même commis un lapsus révélateur. Nous serons donc, dès qu'il le souhaitera, à votre disposition pour répondre à quelques questions. Car la journée de M. Toyota et de tous ceux qui l'entourent, de M. C'est un lapsus révélateur, tant on dit que les grands responsables japonais s'identifient à leurs entreprises. Plaisanterie mise à part, à Onnain, dans la banlieue de Valenciennes, où va s'installer l'usine Toyota, on ne cachait pas sa joie dans une région particulièrement sinistrée par la crise économique. Tout le monde avait à cœur de montrer sa ville et ses habitants sous leurs meilleurs jours. On avait vraiment le sentiment d'avoir triomphé de nombreux concurrents, comme après une compétition sportive. D'autant qu'après la décision officielle, on a appris que les Japonais avaient minutieusement repéré l'endroit. Le PDG était même venu à plusieurs reprises dans la région incognito. Anne Mourgue, Arnaud Boutet. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Toyota, Onna et Yokoso. Quelques mots en japonais en guise d'accueil. Le maire de Onnain attendait ce moment depuis des semaines. C'est un jour merveilleux, une grande joie avec toute la population d'Onna. C'est désormais officiel, Toyota implantera sa nouvelle usine près de Valenciennes. Le grand patron de la firme automobile est venu en personne officialiser la nouvelle et préciser ses engagements. Nous comptons produire en 2001 150 000 voitures par an. Nous allons investir 4 milliards de francs et créer 2000 emplois. Petite visite sur le site, même s'il lui est encore difficile d'imaginer dans ce champ de maïs sa future usine. Une implantation qui ne doit rien au hasard. Hiroshi Okuda n'en est d'ailleurs pas à sa première visite. Je suis venu ici plusieurs fois incognito. Depuis 2 ans, des émissaires japonais sont venus chercher ici, en toute discrétion, les renseignements les plus divers. C'est les écoles pour les enfants, c'est les loisirs, c'est les modes de vie, c'est la nourriture qu'on trouve, c'est la santé, c'est les pompiers, s'il y a des problèmes sur l'usine, enfin tout quoi. Première conséquence de l'implantation de Toyota, la NPE va embaucher une standardiste supplémentaire. Alors pour Toyota, vous pouvez nous envoyer un CV et une lettre de motivation à la NPE de Valenciennes. C'est tous les jours, hein, depuis l'annonce de l'arrivée de Toyota, c'est sans arrêt, on est harcelé complètement. Voilà. À une Valenciennes, bonjour. Vous habitez où? Sur Cherbourg. Cherbourg? Ouais. Oui. Depuis 3 jours, la NPE de Valenciennes ne désemplit pas. Le taux de chômage atteint ici 20,4%. Michael ne travaille plus depuis 3 ans. Sa famille compte plusieurs chômeurs longue durée et il sait que l'agence a décidé de traiter ce type de dossier en priorité. Alors Toyota, il y croit. Chez moi, nous sommes 3 chômeurs et voilà pourquoi je pense beaucoup, j'espère que Toyota va pouvoir au moins employer quelqu'un de chez moi. À Onnain, le nombre de drapeaux japonais rivalise avec les guirlandes de Noël. La petite commune affiche un grand sourire et se frotte les mains. Merci, enfin. Les commerçants vont être certainement bien contents aussi parce que au niveau de la clientèle, ça va apporter un plus. Et le conseil municipal arbore les nouvelles couleurs de la ville. Pour eux aussi, l'arrivée des Japonais va changer beaucoup de choses. Vous allez apprendre à parler japonais? Oui, on est ferrons, on va être obligé. On est obligé d'aller à l'école. Si personne ne considère vraiment l'implantation de Toyota autrement que comme une bonne nouvelle ce soir, certains la tempèrent. Dans l'opposition, Jean-Louis Debré rappelle que le dossier avait été pratiquement bouclé par Alain Juppé.
Et puis des syndicalistes et des chefs d'entreprise comme le PDG de Renault, Louis Schweitzer, s'interrogent sur les conséquences de cette installation pour l'industrie automobile française. Alain Doubleski, Philippe Turpot. Alors que les industriels japonais ont longtemps fait figure d'ogres commerciaux, la situation de l'emploi en France, la législation européenne font que Toyota est accueilli aujourd'hui à bras ouverts. Les représentants des marques européennes se disent prêts au combat. Toyota n'est pas le premier constructeur japonais à s'installer en Europe. Nissan est déjà en Angleterre, avec d'autres filiales aussi en Espagne, où ils construisent des véhicules spécifiquement destinés au marché européen. Toyota, qu'il s'installe en France, c'est pour nous un plus au niveau de l'économie française, au niveau de distributeurs de voitures, c'est une offre complémentaire. Nous sommes dans un marché déjà très concurrentiel et les efforts qu'on a dû fournir depuis quelques mois, et plutôt quelques années, ont été tels que maintenant on est au niveau du marché. Cela dit, la semaine dernière, le PDG de Renault exprimait son inquiétude en estimant que les aides consenties à Toyota ne créaient pas d'emplois, mais les déplaçaient. D'où ce matin une volonté d'apaisement de Lionel Jospin. Ayant une certaine habitude quand même des réactions qui se font en ce genre de circonstances, j'ai trouvé personnellement que les réactions avaient été assez mesurées dans le ton. Dans un marché saturé, les constructeurs et les syndicalistes relativisent les bienfaits de l'implantation de Toyota. Si on ne résout pas le problème du pouvoir d'achat et si le nombre de voitures vendues ne s'accroît pas en conséquence des capacités dont se dotent les constructeurs, c'est clair que 2000 emplois créés à un endroit, cela signifie des emplois en moins automatiquement chez d'autres constructeurs. Voici présentée en octobre dernier au salon de Francfort, celle qui pour l'instant s'appelle la Funtime. L'implantation pour de strictes considérations économiques de Toyota dans le Valenciennois risque à terme d'avoir des répercussions sociales et industrielles chez les constructeurs français. Une bonne nouvelle, dit-on, n'arrive jamais toute seule. Une grande société américaine de porte-containers va s'installer dans le port de Cherbourg pour y créer progressivement 1500 emplois. Après les multiples incidents graves dans les transports en commun ces dernières semaines, ces derniers mois, le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, a tenu cet après-midi une table ronde sur la sécurité. Il a annoncé un certain nombre de décisions qui portent essentiellement sur des renforts en matériel et en hommes pour assurer la sécurité des voyageurs, également une répression accrue contre les fauteurs de troubles. Daniel Wolfram, Jean-François Chevet. Des élus, des responsables de réseau, des syndicats, près de 100 personnes autour d'un ministre. Il est vrai que l'affaire est grave et que la sécurité dans les transports mobilise aujourd'hui opinion et pouvoir public. Le plan de M. Guessot prévoit en fait 4 grands types de mesures. Il s'agit tout d'abord d'humaniser un peu plus les réseaux et pour ce faire accroître la présence des personnels sur le terrain. 1600 agents sont prévus en plus à la RATP et à la SNCF pour la seule Île-de-France et ce sur 3 ans. 1100 emplois jeunes créés dès l'an prochain à des postes d'agents d'ambiance. Ce sont eux qui assurent la médiation des petits conflits. Le ministère des Transports prévoit également des moyens supplémentaires pour les équipements de sécurité. 4000 autobus en Île-de-France devraient être dotés de ce système de localisation par satellite, et ce, dès l'an 2000. En province, l'enveloppe pour la sécurité sera portée de 30 à 50 millions de francs l'an prochain. Ce plan prévoit aussi un volet répressif. Le Parlement pourrait ainsi voter une modification du code pénal prévoyant des peines aggravées pour les agressions contre les agents des transports en commun. Même sanction plus lourde pour les attaques visant des voyageurs. Enfin, M. Guessot a demandé au ministère de l'Intérieur d'accroître les unités de police spécialisées dans la protection des réseaux de transport. À Paris, 200 policiers en plus pour la SNCF et la RATP. En province, des brigades spécialisées, comme dans la capitale. À l'issue de cette grande réunion, le ministre des Transports a adopté un ton solennel. À toutes et à tous, parents, professeurs, amis, militants des associations, des syndicats, des partis progressistes, élus, en un mot, à tous les citoyens. Cette affaire n'est pas seulement celle du gouvernement, de la police, de la municipalité, c'est aussi la vôtre. Il s'agit bien de faire des transports en commun des lieux protégés, car ces réseaux sont essentiels à la cohésion sociale du pays.
Les dernières statistiques sont tombées ce soir entre le 1er novembre dernier et le 7 décembre, c'est-à-dire avant-hier, hors Paris, pour toute la France. 204 personnes ont été interpellées pour des faits de violence divers dans les transports en public. Et sur ce chiffre, presque la moitié, c'est-à-dire 93, étaient des enfants mineurs. Dernier exemple en date dans la région de Belfort, les chauffeurs des transports urbains avaient décidé de stopper le travail, ils reprendront demain matin. Plus exactement, ils avaient décidé de ne plus assurer une ligne sur laquelle avait eu lieu un très grave incident, des jets de pierre qui avaient blessé une passagère. Virginie Fichet, Sylvain Gauthier. Depuis samedi matin, les usagers de la ligne 1 finissent le trajet à pied. Pas évident pour tout le monde. Franchement oui, parce que vous voyez bien que la poussette, toujours courir à pied partout, c'est pas facile non plus. Quand on n'a pas de course, mais autrement quand il y a des courses, c'est vrai que c'est embêtant. C'est quand même embêtant. Mais autrement, ça va quoi. 1 kilomètre à pied et un bus vide qui continue sa route pour aller faire demi-tour, c'est le moyen que les chauffeurs ont trouvé pour se faire entendre. Pour protester, on a décidé de faire le tour du rond-point et de ne plus desservir ce quartier. Protester car vendredi soir, dans ce quartier, un pavé a fracassé le pare-brise d'un bus, un incident de trop pour les conducteurs. C'est sûr que ça handicape certains clients, surtout des personnes âgées qui viennent faire leurs courses dans un supermarché ici, mais on ne peut pas faire autrement parce que là, ça devient vraiment coutumier. Depuis le mois de septembre, une vingtaine d'actes de malveillance ont visé les transports en commun belfortins. Ce soir, pour mettre fin au boycott des chauffeurs, la municipalité a mis en place des mesures d'urgence. C'est-à-dire qu'à partir de demain, il y aura, en plus du chauffeur, un agent d'accompagnement qui sera diligenté par la CTRB. Et puis, parallèlement, nous avons convenu avec la police qu'il y aura une surveillance un petit peu accrue, en particulier à la tombée de la nuit jusqu'à la fin du service des bus. Rassurés ou simplement apaisés, les conducteurs reprendront donc demain le chemin du quartier ouest. Sur toute la ligne, service normal, placé tout de même sous haute surveillance. En matière de sécurité encore, les polices municipales en question. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a déclaré aujourd'hui à l'Assemblée nationale qu'il ne niait nullement leur utilité, mais qu'elle devait être franchement distinguée de la police nationale. Uniforme différent et surtout port d'armes interdit dans la très grande majorité des cas. Un certain nombre de policiers municipaux n'apprécient pas cette volonté du ministre de l'Intérieur. À Strasbourg, un préavis de grève a été lancé. Même chose sur la Côte d'Azur, notamment à Nice et au Canet, dans la banlieue de Cannes. Yasmina Farber, Didier Beaumont. En poste devant le supermarché, les policiers municipaux ont laissé leur carnet de procès-verbaux au vestiaire. Leur mission, sensibiliser la population au problème du désarmement. Et en quelques jours, les agents ont recueilli plus de 5000 signatures. Vu les quartiers qui sont difficiles, je les vois mal rentrer sans au moins quelque chose sur eux. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils s'en servent. Hein. Armés depuis presque 30 ans, les policiers municipaux du Canet ne comprennent pas le futur statut concocté par le ministre de l'Intérieur. Être privé d'armes, cela signifie déserter les quartiers sensibles. On nous a accusés longtemps d'être des gardes prétoriennes. Aujourd'hui, nous allons patrouiller sur les grands boulevards, retirer des quartiers sensibles, et c'est une chose inacceptable. À 10 minutes des grands boulevards, la police municipale s'est installée dans la cité du quartier Saint-Pierre, avec l'occupation du terrain 24 heures sur 24. La fin du service des agents à 20 heures, comme l'envisage le projet de loi Chevènement, inquiète les fonctionnaires. On ne veut pas simplement être des agents de sécurité, travailler le jour et ne pas travailler la nuit, parce qu'en fait on a une certaine foi et il faut absolument assumer. Nous sommes dans une commune où nous avons un certain nombre de difficultés. Pas de présence de gendarmerie, pas de présence de CRS. Un commissariat central qui est basé sur Cannes et qui fait des visites donc de temps en temps sur le Canet. Notre commune est la 4e ville du département, plus de 42 000 habitants, donc il nous paraît tout à fait normal d'avoir une police municipale armée qui tourne la nuit. En signe de protestation, c'est le service minimum. Les 60 policiers répondent uniquement aux appels au secours de la population. En cas de demande de renfort de la police nationale, la municipale est aux abonnés absents. Les gendarmes ont saisi près de Lens, dans le Pas-de-Calais, 40 tonnes de viande de bœuf, vraisemblablement d'origine britannique et toujours interdite de vente en France après la crise de la vache folle. La viande porterait des traces de tampons indiquant nettement sa provenance. Ces 40 tonnes font partie d'un lot de 140 tonnes placé sous contrôle depuis plus d'un mois. Cette viande va être très prochainement détruite. L'incendie du siège du Crédit Lyonnais à Paris durant le printemps 96 est-il d'origine criminelle? La question est désormais posée. En effet, à l'occasion d'une enquête,
que vous pourrez suivre dans le magazine Envoyé spécial jeudi soir. Plusieurs sources concordantes font état de 2 foyers d'incendie nettement distincts, ce qui donne corps à l'hypothèse d'un acte criminel. Jean-Pierre Métivet. Ce serait donc un incendie très suspect, qui pourrait avoir une origine criminelle. Plus d'1 an et demi après le feu, l'enquête n'est toujours pas terminée, mais les experts commencent à marquer des points. Il faut retrouver le départ d'un feu pour savoir si un incendie est accidentel ou criminel. Au Lyonnais, il a fallu 1 an pour déblayer les gravats. Et là, les experts ont eu une surprise. Nous sommes en mesure d'affirmer de sources concordantes et proches de l'enquête que l'un des experts, réputé comme l'un des plus grands spécialistes des incendies, et désigné par le tribunal de grande instance de Paris, a écrit dans un pré-rapport, en juin 1997, qu'il y a eu au Lyonnais 2 départs de feu, sans communication l'un avec l'autre, ce qui semblerait indiquer une origine criminelle de l'incendie. Les experts vont continuer quand même à vérifier toutes les possibilités techniques qui pourraient expliquer une telle anomalie, la présence de 2 foyers distincts. Mais l'hypothèse criminelle est désormais ouverte. Les experts ne rendront leur rapport final qu'en juin 1998. Moins de 3 mois après l'incendie, le Crédit Lyonnais a reçu de ses assureurs une indemnité de 1,3 milliard de francs. À Bordeaux, cette fois, le procès de Maurice Papon est vraiment entré dans le vif du sujet, avec l'examen du premier cas de déportation imputé à Maurice Papon quelques jours à peine après son arrivée à la préfecture de la Gironde. Dominique Verdeillan et Dominique Merlin. Juste quelques photos pour se souvenir, pour témoigner. Toute la famille d'Ers Librac a été déportée. Maurice Papon est poursuivi pour l'arrestation et la déportation en 1942 de Léon, son oncle. C'est un malentendu, une erreur, concède Papon. Librac a été détenu à tort car il avait été naturalisé français. Mais je venais d'arriver à Bordeaux, dit Papon, je n'étais pas en mesure de tout contrôler. Léon Librac était incarcéré au fort du Ha à Bordeaux. Les Allemands voulaient le transférer à Drancy. Maurice Papon l'a d'abord envoyé au camp de Mérignac. Cela ne pouvait que servir ses intérêts, lance l'accusé qui ajoute, d'ailleurs, une fois à Drancy, le sort en était jeté. Protestation dans la salle. Car en juillet 1942, Maurice Papon fera le nécessaire pour que Léon Librac rejoigne Drancy. Le président souligne que la note parle de refoulement de juifs étrangers. C'est un terme policier et administratif, dit Papon, comme on dit refouler à la frontière. Un Maurice Papon confus qui ne convainc guère. Tout le monde s'aperçoit alors que l'accusé est en grande difficulté, à commencer par Maurice Papon lui-même. « Je suis dans le brouillard le plus absolu », confie-t-il. Preuve de ce malaise, à la suspension d'audience, Maurice Papon reste dans le box et s'entretient longuement avec ses avocats. Autrement dit, toutes les apparences d'une cellule de crise. Au procès du drame de Torigné-sur-Dué dans la Sarthe, Dany Le Prince, accusé d'avoir tué son frère, sa belle-sœur et 2 de leurs enfants, accuse à son tour au procès sa femme d'avoir commis les meurtres. Sa femme qu'il avait dénoncée à la police. Florence Bouquilla, Jean-Claude Delfassi. L'arme du crime, une feuille de boucher retrouvée au domicile des parents de Dany Le Prince. L'arme n'a pas parlé. Elle était propre car lavée par René Le Prince, la mère. Les experts en génétique n'ont donc pu retrouver aucune trace d'ADN sur cette fameuse feuille. Mais pour les médecins légistes qui ont autopsié les 4 corps, seul un instrument comme celui-ci, lourd, tranchant et arrondi, a pu servir à un tel carnage. Je suis totalement emporté par cette affaire, car pour moi il s'agit d'un véritable massacre. Et cette affaire, sans aucun doute, restera, entre guillemets, l'affaire de ma vie. Nous n'avons jamais assisté à une telle violence, à une telle dégradation anatomique, ni à une telle volonté de nuire. Dans le box des accusés, à son tour, Dany Le Prince parle d'une voix calme. « Je suis innocent », répète-t-il. Peu après le drame, sa femme Martine et leur fille Célia avaient affirmé qu'elle l'avait vu assassiner Christian Le Prince. Aujourd'hui, c'est lui qui les accuse d'avoir tué, ensemble, les 4 victimes. J'ai toujours eu affaire à quelqu'un qui, d'une part, clamait son innocence et qui, d'autre part, à partir du moment où il était accusé par sa femme, disait « elle en sait certainement beaucoup plus que ce qu'elle veut en dire, et si elle m'accuse alors que je n'ai rien fait, c'est qu'elle y est pour quelque chose ». Martine et Célia Le Prince seront entendus jeudi devant la cour. Au 2e jour de son procès, s'il accuse sa femme et sa fille, Dany Le Prince reste très énigmatique quant à leur mobile éventuel. Mais il l'affirme, ses propres aveux, en septembre 1994, lui ont été extorqués par les gendarmes. Les premiers témoins du drame, appelés à la barre cet après-midi, sont en tout cas formels sur un point. Martine Le Prince n'a manifesté aucune surprise en arrivant après eux sur les lieux du massacre. Souvenez-vous, en 1995, quelques jours avant la vague d'attentats islamistes qui allait s'abattre sur la France pendant l'été,
À Bron, dans la banlieue de Lyon, une fusillade opposait Khaled Kelkal, qui allait être abattu 3 mois plus tard, et ses complices à une patrouille de police. Une reconstitution a lieu aujourd'hui en présence d'un des rescapés, qui en sait sans doute beaucoup sur l'organisation des réseaux terroristes en France. Michel Fine et Frédéric Delarue. Il a passé la journée dans ce fourgon sous haute surveillance. Karim Koussa, le complice de Khaled Kelkal, blessé puis arrêté au col de Malval, a refusé de participer à la reconstitution. À quelques mètres de là, le commissaire Marion, patron de la lutte antiterroriste, le juge Laurence Levert, chargé d'instruire les dossiers des attentats. Il faut nous arrêter à cet endroit-là et ensuite on ira à l'endroit où il y a eu le coup de feu. Le magistrat tente de reconstituer le déroulement de la fusillade de Bron. 15 juillet 1995, 4 jours après l'assassinat à Paris de l'imam Sahraoui, une voiture force un barrage de police. À l'intérieur du véhicule, Khaled Kelkal, Karim Koussa et un troisième homme, jamais identifié, ouvre le feu sur les policiers. L'analyse balistique l'a démontré, le fusil qui a tiré, ici dissimulé dans un sac plastique, est également celui qui a tué l'imam Sahraoui. Il manque aux enquêteurs un élément de taille, l'identité du troisième individu dans la voiture, un homme qu'il fallait absolument dissimuler à la police car il était peut-être l'un des auteurs de l'assassinat de l'imam. La grève à France 3 se poursuit. Des négociations reprennent ce soir. Pour le ministre de la Culture, Catherine Trottmann, un accord est à portée de main. Les grévistes s'étaient mobilisés aujourd'hui pour manifester notamment devant l'Assemblée nationale. Patricia Charnelet, Joseph Bachtik. Les grévistes de France 3 ont une préoccupation que leur grève soit bien comprise. Il s'agit surtout pour eux de défendre l'identité de leur entreprise, France 3, la chaîne des régions. Une spécificité qu'ils jugent menacée et par le manque de moyens et par l'arrivée des autres télévisions. Il y a un malaise profond à France 3, on ne sait pas quel avenir nous attend. La stratégie de la chaîne, on ne sait pas. À quelle sauce on va être mangé? Est-ce qu'on va faire du TF1, du M6? Est-ce qu'on va faire du CNN? On ne sait pas, il n'y a pas de plan stratégique. Des exigences scandées tout au long de l'après-midi aux abords de l'Assemblée nationale. Justement, en matière de production régionale, la direction propose 35 millions de francs pour le développement des programmes et de l'information et une émission de 26 minutes pour chaque région consacrée à la vie locale. Autre revendication des grévistes, la durée du travail et les salaires. Sur ce point, la marge de manœuvre de la direction est limitée, le gouvernement ne semblant pas prêt à accorder de rallonge budgétaire. Je dois reprendre cette négociation et c'est évident que c'est à mes partenaires de la négociation c'est auprès d'eux que je vais m'exprimer maintenant. Le dialogue reprend donc ce soir entre le président de France Télévisions et l'intersyndicale de France 3. Les régions seront consultées demain. Certains parlent de sortie de grève, d'autres sont moins optimistes. Dans un entretien au journal Le Monde, le président du RPR, Philippe Séguin, s'en prend violemment à Lionel Jospin, déclarant qu'il se livre à une manipulation d'une grossièreté invraisemblable en présentant une double réforme de la nationalité et de l'immigration à quelques mois des élections régionales, ce qui, pour Philippe Séguin, dessert l'opposition RPR-UDF au profit du PS et du Front National. Le président du parti gaulliste dénonce également la cohabitation qui, pour lui, est un régime détestable qui entraîne la désunion nationale. Il faut dire que les accros plus ou moins discrets à la cohabitation se sont multipliés ces derniers temps entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Le dernier en date, ce soir, à l'occasion du 30e anniversaire de la Commission des opérations en bourse, la COB. Jacques Chirac estime qu'il est temps de rompre définitivement avec l'économie administrée et la taxation excessive des capitaux. Jacques Chirac. Il est temps de rompre définitivement avec l'économie administrée qui nous a valu tant de déboires. Il est temps de rendre à l'initiative privée la place qui lui revient. Je l'ai déjà dit, à trop taxer les placements et les capitaux, à trop les détourner des investissements productifs pour financer ses déficits publics, la France affaiblirait son économie et rendrait ses entreprises vulnérables aux attaques étrangères. Les élections au Conseil de prud'homme qui règlent les litiges du monde du travail à part égale entre représentants des salariés et des patrons aura lieu demain. Jusqu'à présent, côté salariés, seules les grandes centrales syndicales étaient représentées avec une majorité pour la CGT, vous le voyez, suivie de la CFDT et de Force ouvrière. Cette année, cette élection prend une tournure politique avec la présence de listes directement inspirées du Front National. Au total, 159 pour toute la France, une soixantaine ayant été interdites. Michael Darmon, Frédéric Favre.
Il prétend jouer les troubles faits dans ces élections prud'homales. Les affiches de la CFNT, la Coordination française nationale des travailleurs, font ressortir le sigle FN. Après la création de syndicats et l'entrée dans les organismes HLM, le Front National veut siéger aujourd'hui dans les conseils de prud'hommes. Aujourd'hui, le Front National est le premier parti ouvrier de France. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait, sur le plan syndical, des associations qui représentent les intérêts de ces salariés-là et qui parlent en leur nom. Aux dernières élections législatives, 17% des employés et 24% des ouvriers ont voté pour le Front National. Le FN cherche à conforter ce résultat politique dans le monde salarié. La cible, les grandes centrales syndicales accusées de ne plus défendre les travailleurs. Je crois que les grandes centrales, parce qu'elles jouissent d'un monopole scandaleux, se sont habituées au ronron. Ce sont des rois fainéants du syndicalisme. Ils ne font rien. Ils n'ont pas de concurrence, puisque dans les élections professionnelles, on ne peut pas concourir contre eux, puisqu'on est éliminé de droit. Eh bien, elles craignent pour leurs gamelles. Malgré l'assurance du discours, les forces syndicales du Front National sont faibles. Ce scrutin prud'homal doit donc tester l'efficacité de la nouvelle stratégie sociale du parti d'extrême droite. Si je prends l'exemple des grands syndicats, ils présentent entre 12 à 13 000 candidats. Le Front National n'a réussi à aligner que 1760 candidats. C'est beaucoup pour un début, mais ce n'est pas assez par rapport aux autres. Simplement, ils vont, à l'occasion de ces élections, faire l'apprentissage du boulot syndical. Les centrales syndicales, malgré 57 listes annulées par les tribunaux, n'ont pu empêcher la présence de la CFNT dans ce scrutin. Entre les syndicats et le Front National, la polémique devrait se poursuivre devant la justice après les élections prud'homales. Si l'on accepte quelques cantons suisses, les conseils des prud'hommes pour régler donc ces fameux conflits du travail sont une exception bien française. En Europe, remis au goût du jour par Napoléon Ier. Ces tribunaux ne comportent dans leur rang que des élus, 14 646 conseillers prud'homaux, sont à renouveler demain. Plus de 15 millions d'électeurs, salariés ou patrons, sont appelés à voter, sauf les fonctionnaires. Malheureusement, les derniers scrutins ont été marqués par une très forte abstention, 60%. Voyons comment fonctionnent ces tribunaux. Reportage à Caen. Sébastien Vibert, Benoît Véran. Les renvois, le 4 affaires au 30 mars et le reste au 20 avril 1998. Dans quelques minutes, ces 4 conseillers prud'homaux, 2 patrons, 2 salariés, vont ouvrir la séance de jugement. Au total, 7 affaires à traiter ce matin. Des affaires qui, comme d'habitude, n'ont rien donné à l'étape précédente. La séance de conciliation, tentative d'arrangement à l'amiable, échoue 9 fois sur 10. Joël Lefrançois, chauffeur au chômage, 46 ans, s'oppose à son ancien patron. J'ai traité de menteur, c'est pour ça qu'il m'a licencié pour faute grave pour ça. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? C'est un licenciement abusif. Un licenciement abusif, c'est 6 mois de salaire. Plus les 2 mois de préavis, il m'a pas payé, forcément. Et pourquoi vous n'êtes pas dans la salle d'audience? Pourquoi vous êtes à l'extérieur? Non, j'ai un avocat. Hein. À Caen, comme dans les 270 autres conseils de prud'hommes de France, on juge les conflits du chômage et de la précarité. 90% des plaintes émanent des salariés contre leur employeur. Licenciement abusif, non-respect du code du travail, non-tenue de promesses d'embauche. En 18 ans d'exercice, le conseiller Octave Tournaille se dit souvent choqué par la brutalité des rapports sociaux et sait que les salariés attendent beaucoup du jugement. C'est un peu une réparation de dignité, à savoir qu'ils considèrent qu'ils ont été licenciés dans des conditions déplorables et ils nous demandent à nous de dire que eh ben non, c'était pas possible. On ne pouvait pas le licencier dans ces conditions-là. Les conseillers prud'homaux sont tous issus d'organisations patronales et syndicales. Moi, ce que j'en pense là, sur le fait de la procédure... Des représentants syndicaux qui font aussi parfois office d'avocats des salariés lors des audiences. Selon eux, les prud'hommes fournissent une formidable matière à réflexion pour faire évoluer le droit du travail. C'est dommage qu'en France, il n'y ait pas une loi, comme en Italie d'ailleurs, qui oblige un employeur qui est condamné qu'à faire un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui réintègre son salarié. Et là, peut-être que ça freinerait l'ardeur de certains employeurs. Dans la moitié des cas, le salarié obtient intégralement satisfaction et partiellement 1 fois sur 3. Les prud'hommes ont aussi leurs limites. L'appel, demandé systématiquement, allonge les délais d'attente de plus de 2 ans. Et souvent, le versement des indemnités aux salariés laisse à désirer. C'est un magistrat professionnel, surchargé de dossiers, qui est censé veiller à l'application des peines. Au sommet sur l'avenir de la planète à Kyoto, au Japon,
Les Européens insistent beaucoup sur la nécessité de développer des énergies renouvelables pour tenter de lutter contre l'effet de serre, le fameux réchauffement de la planète. Dans ce domaine, la France a tenté une expérience en Guadeloupe, aux Antilles, en favorisant les projets concernant la fabrication d'énergie grâce au soleil ou au vent. Reportage sur la très belle île de Marie-Galante. Valérie Gaget, Pascal Puyot. Au pied du vieux moulin, une minuscule maison perdue au milieu des champs de canne à sucre. Ici, le confort électrique tombe du ciel. 12 panneaux solaires installés sur le toit transforment l'énergie de la lumière en électricité. Grâce à ces batteries, la maison est alimentée jour et nuit. Pas de quoi faire des folies, juste assez pour faire tourner le frigo, éclairer les néons à basse consommation et regarder une télévision flambant neuve. Comment est-ce que vous faisiez avant d'être équipé en énergie solaire? Normalement, on était équipé de lampes de pétrole, des bougies. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui en Guadeloupe, près de 1500 maisons isolées sont électrifiées grâce à ce système dit photovoltaïque. Il s'adapte parfaitement au climat de la Caraïbe. Et même s'il y a cyclone, il y a du vent, j'ai toujours de la lumière. En cas de cyclone, on dévisse le panneau, le met couché sous la maison, puis on prend une corde, on l'attache pour que le vent ne puisse pas l'envoyer ailleurs. Sur l'archipel, une cinquantaine de pompes solaires ont aussi été installées. Elles servent à abreuver le bétail pendant les 3 ou 4 mois de sécheresse. Ces techniques solaires, relativement jeunes, sont de plus en plus fiables, mais leur rentabilité laisse encore à désirer. Si on devait comparer le prix d'un kilowattheure traditionnel à un kilowattheure photovoltaïque par rapport à la facture que vous payez, on est 4 à 5 fois plus cher. Plus compétitive que l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Une centrale est en construction à Marie-Galante. Dans quelques années, elle devrait permettre de couvrir plus de la moitié des besoins en électricité des 16 000 habitants de l'île. Dans les départements d'outre-mer, et notamment ici en Guadeloupe, la consommation d'électricité a été multipliée par 5 ces 15 dernières années. Mais grâce aux énergies renouvelables, la Guadeloupe va bientôt économiser 70 000 tonnes de pétrole chaque année, c'est-à-dire le tiers de ce qu'elle est aujourd'hui obligée d'importer. Ouverture à Téhéran du sommet des pays islamiques, représentant 1 milliard de musulmans dans le monde. Et pour la première fois, certaines voix se sont élevées pour condamner un certain nombre d'actes de violence perpétrés au nom de l'islam. Cette conférence qui a lieu dans la capitale iranienne est également l'occasion de voir quelles sont les évolutions du régime iranien partagées entre les conservateurs et ceux qui voudraient renouer avec l'Occident. Jean-Marc Ilouz, Pascal Caron. L'hymne de l'Irak, joué en Iran, du jamais vu à l'aéroport de Téhéran, pour l'arrivée du vice-président irakien M. Ramadan à ce sommet islamique pas comme les autres, orchestré par l'Iran. Deuxième surprise, aux yeux de plus d'1 milliard de musulmans, le prince Abdallah d'Arabie est là. L'Arabie, autre ennemi intime que l'Iran traitait naguère d'islam corrompu. Et Yasser Arafat, lui aussi, est venu. L'Iran, toujours opposé au processus de paix avec Israël, ne le considère plus, je cite, comme un traître. Et si la plupart des 55 délégations arrivent en Peugeot et non en Mercedes, ce n'est pas un hasard, mais un camouflet à l'iranienne. L'Iran n'a pas pardonné à l'Allemagne de lui attribuer l'assassinat d'opposants kurdes en Europe. Aujourd'hui, à défaut de réconciliation générale, l'heure est donc au dialogue. Mohamed Khatami, nouveau président de l'Iran, en est le maître d'œuvre. Religieux modéré, sous surveillance constante des conservateurs, il tient sa victoire, démontrer que malgré les accusations de terrorisme, l'Iran redevient fréquentable, quoi qu'en pensent les États-Unis. Pour faire cette démonstration, l'Iran n'a pas lésiné sur les dollars, 80 millions pour construire ce centre de conférence et conjuguer islam et Internet, islam et communication moderne. D'abord un discours sans surprise, celui d'Ali Khamenei, guide suprême de l'islam chiite, qui a longuement fustigé les agressions culturelles et technologiques de l'Occident, dénoncé l'Amérique et les sionistes, mais sans appeler cette fois à la destruction d'Israël. Et puis un message presque à l'opposé, celui du président Khatami, élu massivement contre la volonté du guide, et qui lui, sans ménager l'Amérique, a appelé au contraire à ne pas s'enfermer dans l'islam rétrograde, à étudier tout ce qui est positif en Occident. Un langage bien rarement entendu en public dans le monde musulman. Si les points levés contre l'Occident n'étaient pas de mise à ce sommet de Téhéran, c'est qu'il existe désormais dans la balance 2 Irans souvent rivaux.
Un Iran traditionnel, renfermé derrière les slogans pseudo-religieux de la Révolution, et un Iran plus jeune qui a osé proposer aujourd'hui pour la première fois de construire sans préjugés un islam plus ouvert au reste du monde. Retour en France, détente et découverte, à la découverte très exactement des plus belles voix de l'île de Beauté. On connaissait déjà les polyphonies corses. Aujourd'hui, un passionné est parti à la recherche des chants traditionnels les plus anciens dont il a retrouvé la trace auprès des frères franciscains installés dans l'île depuis le XIIIe siècle. Reportage Caroline Laudrin, Philippe Deslandes. À Sartène, on chante depuis toujours. Il y a les chants de berger transmis depuis des générations, mais il y a aussi les chants religieux. Jean-Paul Poletti est l'un de ces croisés, parti il y a près de 30 ans à la quête d'une identité musicale corse. Aujourd'hui, il redonne vie à des œuvres tombées dans l'oubli depuis plus d'un siècle. C'est chez les franciscains que Jean-Paul Poletti a retrouvé l'essentiel des partitions religieuses. Grâce à son complice, le père Ulrich, 80 ans, ils ont déniché des trésors dans les caves du couvent Saint-Damien de Sartène. Voilà, 36, voilà, 36 ans. Là, voilà. Mais regardez mon père, regardez. Ah, quel dommage, quel dommage. De jour en jour, on arrive à trouver tous ces documents, les mettre en ordre, les auteurs, les dates, parce qu'ils dataient toujours, souvent, quoi. Et on regardait un petit peu de fin du siècle dernier, mais on savait que ça portait beaucoup plus loin. Et que c'est pas fini. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve, il faut qu'on mette en ordre encore. C'est ça qui est passionnant, quoi. Infatigable, Jean-Paul Poletti est toujours à l'affût de jeunes talents. Il parcourt les classes, repère les voix qui demain alimenteront son école de chant. Ta ligne de chant, si tu lâches le volant, elle s'en va. Hein? Donc le chant, il faut bien conduire sa ligne, tu vois. Apprendre l'art du chant, c'est accepter certaines règles. La discipline imposée par le chef de chœur est stricte. Pas de bonbons pour les petits, ni cigarettes, ni alcool pour les grands. Jean-Paul Poletti applique les règles qu'il a connues petit. On chantait, je dirais, quand on nous demandait. C'est-à-dire que d'abord, on avait le droit d'écouter. Ça, c'était la première chose. Et puis ensuite, on ne peut chanter qu'effectivement que si celui qui est à la tête du chœur dit voilà, on a besoin de cette voix à un moment donné. Mais généralement, je dirais, ça se passe assez tard. Et il faut d'abord, comme on dit, faire ses preuves. Les voix puissantes du chœur d'homme sont nées d'une nécessité, transmettre la richesse du patrimoine vocal. Jean-Paul Poletti et ses compères se sont donnés pour mission de le faire découvrir au plus grand nombre. Et c'est peut-être aujourd'hui l'une des plus belles vitrines de la Corse. On nous quitter le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jour. Toyota d'abord, l'annonce officielle a donc été faite aujourd'hui. 2000 emplois créés directement à Valenciennes par le constructeur automobile japonais. Insécurité dans les transports publics, le gouvernement renforce les mesures de sécurité justement en hommes et en matériel. Répression accrue également contre les fauteurs de troubles. Dans un instant, la météo Sophie Davant, 20h50, le grand chemin de Jean-Loup Houbert avec Anémone et Richard Borinchet. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain. Sur France 2, c'est une invitation au voyage. On commencera par la marche à pied, en empruntant un grand chemin avec Anémone et Richard Borinchet. Puis on prendra le train en agréable compagnie avec la magnifique et émouvante Romy Schneider. Et enfin, on se remettra de ce long voyage avec la non moins magnifique Laura Adler qui reçoit le philosophe Paul Ricoeur.
À 10 ans, je voulais être cuisinier. Et voilà, je suis ophtalmo. Pas de problème. Tout le goût de la mayonnaise qui vient d'être faite, la mayonnaise dont vous rêviez, Amora vous l'offre. Au rayon frais, Amora, par amour du goût. Espace, visibilité, fonctionnalité, hop, hop, hop. Modularité, élévation. Voilà le travail. Si c'est comme ça que vous l'imaginez, dites-vous que nous aussi. Scénic, la voiture a évolué. Et vous? Le grand jeu Monopoly chez McDonald's bat son plein. Tout le monde peut gagner. 1 million de francs. Des voyages aux Bahamas. Mais aussi des Renault Scénic. Et une Renault Mégane cabriolet avec sa moto. 7 millions de cadeaux. Monopoly, le jeu d'enfer chez McDonald's. It's all so quiet. It's all so still. Anaïs, Anaïs. Loin des bruits du monde et la fureur des sentiments, les Trappistines nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. 130 milliards, soit 433 Airbus ou 9 ans d'impôts sur la fortune. C'est le coût vertigineux du désastre du Crédit Lyonnais. Pour la première fois, les proches de Carlos, le terroriste le plus connu du monde, parlent. Envoyé spécial, un magazine de la rédaction présenté par Paul Naon et Bernard Benyamin, jeudi soir sur France 2. Voici à cheval, avec l'eau de toilette, masculin, de bourgeois. Personne ne manquait au grand rassemblement des amoureux du cheval au salon de la Porte de Versailles. Ce fut l'occasion pour le public de découvrir différentes disciplines équestres, comme les Amazones, irréductibles cavalières en jupe longue, qui clôturaient le salon ce dimanche 7 décembre par un concours de saut d'obstacles. Le plaisir, c'est de remettre une tradition en route et de montrer que même une Amazone peut franchir des obstacles, donc peut participer à la vie sportive. Si on se cantonne uniquement au dressage, je pense qu'on perd un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est plus difficile, surtout sur des obstacles, de saut d'obstacles. Si c'est des obstacles naturels, les chevaux passent beaucoup plus facilement et on est moins secoué, c'est vrai. Aujourd'hui, 268 parieurs ont trouvé l'ordre exact d'arrivée du Quintet Plus qui se courait sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Alors ça y est, l'euro, ça va se faire? Et en douceur, à ce que je vois. T'imagines? La même monnaie pour 350 millions d'Européens. Et d'Européennes. D'ailleurs, ça devrait créer des liens. T'as lu ça? Plus de change, moins de frais. C'est classe pour voyager. Tu m'emmènes où? Pour exporter aussi. Tout compte fait, ça devrait doper les entreprises. Et puis en francs ou en euros, une laitueuse sera toujours aussi verte. Moi, celui que je préfère, c'est le billet bleu. Tu vois, mon bonhomme, les francs de ton compte épargne, hop, ça deviendra des euros. À votre tour de tout savoir sur l'euro. Retirez le guide L'Euro et moi dans les mairies, les postes et les banques. Ou renseignez-vous au 0800 01 2002. L'euro fait la force. Et pour mon argent de poche. En ce moment, si vous achetez un Ola, on vous l'offre.
Moi, je suis toscano. Je suis né là-bas. Moi, je suis parisienne. Et alors, il est né le grand amour. Angelo est un artiste. Il a des mains d'or. La propreté dans un restaurant, c'est la première chose. C'est la première chose que le client remarque. Ouais. Ça va être la propreté. Ça, c'est une condition sine qua non. Si. Ariel liquide. Ariel liquide. Ah oui. Le pire, c'est quand tu fais de la sauce bolognaise. Il y a beaucoup d'huile dedans. Et le tissu, ça boit le gras. Avant, le mieux, c'était une poudre et un détachant. Maintenant, il y a Ariel liquide. Arielette Habille. Appliquée avec l'Arielette Habille, la toute nouvelle formule d'Ariel suit le même chemin que le gras dans le tissu pour un résultat de lavage impeccable. Et pulitissimo. Propreté maximum. C'est beau. Christina, oui, c'est très joli aussi. Ouais. C'est pour ça que je me suis mariée avec. Quand on exige l'impeccable, on exige Ariel. Plus sur la Smart et son univers dans le livre Smart. Nous vous l'enverrons gratuitement. Appelez-nous maintenant. Émulsion pour le corps Neutrogena. Crème pour les mains Neutrogena. Stick lèvres. La formule norvégienne de Neutrogena soulage, hydrate et protège. Énergie présente Dalida, 40 succès en or. Pour la première fois, ses plus grands succès de 56 à aujourd'hui dans un double album. 40 succès en or. Pour la première fois, Dalida se raconte entre chaque chanson. Succès en or. Retrouvez Dalida d'une façon originale et unique. Découvrez Wash & Go avec son nouveau parfum. Vous sentez la différence. Avec Wash & Go, vos cheveux bougent et reviennent en place naturellement. Wash & Go est son nouveau parfum pour des cheveux qui aiment bouger. L'Auvergne est un grand plateau de fromage. Fourme d'Ambert, Cantal, Salaire, Saint-Nectaire, Bleu d'Auvergne. Les fromages d'Auvergne, on les fera toujours comme on les faisait avant. Avec Jacques Vabre, découvrez Popayán. Il dit que son café est unique, car ici, le soleil est trop fort pour les caféiers. Alors, on les fait pousser à l'ombre des bananiers. Il dit si tu cherches un bon café, trouve d'abord une belle banane. Ce grand cru au goût si différent, c'est Popayán de Jacques Vabre. Jacques Vabre, découvrez le monde du café. Pluie et douceur, telle sera la tendance au moins jusqu'à jeudi, avec des perturbations qui vont défiler au-dessus de nos têtes, et puis progressivement les pressions vont remonter et un temps froid et plus ensoleillé s'installera pour la fin de cette semaine. Mais nous n'en sommes pas encore là, loin de là. Regardez l'image satellite, avec pour le moment une vaste zone dépressionnaire ici sur le nord-ouest des îles britanniques qui installe sur la France un flux de sud-ouest, alors que les pressions ont tendance à grimper sur les régions méridionales. Aujourd'hui, quelques échos de pluie à signaler, avec le retour d'une perturbation qui donne à nouveau de la pluie sur la pointe de la Bretagne, vous voyez ces échos, et qui va s'installer sur les régions situées au nord de la Loire dans la journée de demain. Donc une tendance, une France coupée en deux demain matin, des nuages au nord, un temps beaucoup plus ensoleillé au sud, la preuve avec ces prévisions de Météo France. Donc demain matin, les pluies seront modérées sur la Bretagne et sur les côtes de la Manche, elles seront un peu plus faibles dans le Val de Loire ou du côté de la Bourgogne, un dégradé nuageux, plus on ira vers le sud, avec des nuages quand même assez présents du Pays Basque jusqu'à la Franche-Comté. Plus au sud, le ciel sera plus lumineux. Méfiez-vous de quelques nappes de brouillard dans la vallée de la Garonne ou dans la vallée du Rhône. Et puis, c'est dans l'extrême sud-est, une fois n'est pas coutume, que les températures seront les plus fraîches demain matin. 4 degrés seulement à Nîmes, 2 à Mende, 5 à Sartène. Il fera plus doux à Perpignan ou à Antibes. Il fera beaucoup plus doux sur les régions de l'ouest avec la couverture nuageuse. 12 degrés dans la région de Rennes, ce sera le maximum. Demain après-midi, la pluie grignotera du terrain, aura tendance à progresser à la fois vers l'Aquitaine, le Massif central ou la Franche-Comté. Les pluies resteront plus actives au nord de la Seine.
quelques éclaircies réapparaîtront sur la Bretagne et les côtes de la Manche. Méfiez-vous, les vents pourront atteindre 80 km/h en rafale et puis toujours se dégrader nuageux avec un temps plus ensoleillé sur le littoral méditerranéen. Les températures seront extrêmement douces pour la saison, facilement 7 degrés au-dessus des normales, entre 10 et 15 degrés pour la moitié nord, 16 degrés même ici du côté de Tours, et puis de 10 à 17 degrés au sud avec là un maximum pour la région de Biarritz. Le clin d'œil de ce soir, direction le Touquet. Le Touquet où s'est déroulée fin novembre la première des 3 épreuves du trophée vitesse pure de char à voile, organisé à la fois par Framatome et les fédérations françaises et internationales de char à voile. Alors l'objet de ce trophée est de battre l'actuel record de vitesse pure détenu par Bertrand Lambert avec plus de 151 km/h. Les conditions climatiques n'ont pas permis par manque de vent de s'attaquer à ce record, mais la journée a quand même été marquée par l'exploit du Britannique Gareth Rolland, champion d'Europe. Par un vent de 13 km/h, il a quand même roulé à près de 54 km/h, soit près de 4 fois la vitesse du vent. Alors dans des conditions de vent favorables, en améliorant la technologie des chars, le record du monde pourrait bien tomber lors des 2 prochaines étapes, à Notre-Dame-de-Mont en Vendée les 30 et 31 janvier, ou à Leucate dans l'Aude, ce sera début avril et on espère faire à peu près 5 à 6 fois la vitesse du vent. Voilà, demain nous serons le mercredi 10 décembre, nous fêterons les romariques, si vous en connaissez, et puis nous perdrons 2 minutes de soleil. Demain matin, nous serons mercredi, donc c'est avec Laurent Romeshko que vous aurez rendez-vous. Merci, bonsoir, à demain. Darty, le contrat de confiance. Ce véhicule n'a pas de direction assistée. Celui-là, pas d'autoradio. Pour le grand entretien du cercle, il est recommandé d'utiliser régulièrement le Radler. Vous avez des nouvelles? De qui? Vous savez bien de qui? Reposez-vous. Oh non! Mais ce n'est pas possible. C'est pour petites choses. C'est pour petites choses innocentes. Moineau éventré, caniche égorgé, il n'y a jamais de petites enquêtes pour le commissaire Maigret. Ouais, ok. Léo, attention là, bien sûr. Sultan, ici! Monsieur Lambert. Joyeux Noël. Le sac à sapin pour décorer et emballer, c'est 25 francs non 10 pour les enfants handicapés, avec handicap international. Je cherche à importer de la porcelaine française. On peut vous l'expédier demain?
intégrale. Nous nous chargeons du rasage. Vous pouvez penser à autre chose. Braun, une idée d'avance. Provoquant. Intrigant. Larry Flint, un thriller palpitant. Larry Flint en vidéo, l'histoire qui a enflammé l'Amérique. Gore-Tex, 100% au sec et pour longtemps. Et pour être informé à 100% sur Gore-Tex, appelez le 0800 096 096. Faire le plein sera toujours une perte de temps. Mais désormais, ce sera moins une perte d'argent. Carte de paiement Club Kyriel. Votre voiture peut vous rendre la vie moins chère. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. AB Sport. Du sport. Tous les sports. Rien que du sport. Tous les jours. AB Sport, la chaîne du sport. Une des 20 chaînes du bouquet ABSat. Également disponible sur Canal Satellite et le câble. Contactez votre revendeur ou appelez vite ABSat au 0803 02 02 02. Hôtel Première Classe, vous connaissez? À volonté, le petit déjeuner, la douche dans chaque chambre, les 6 chaînes télé. À partir de 155 francs la chambre pour 1, 2 ou 3 personnes. Hôtel Première Classe, déjà 150 hôtels. Nostalgie présente le plus grand opéra du monde. Pour la première fois, toutes les stars de l'opéra réunies pour interpréter les plus grands airs d'opéra. Le plus grand opéra du monde, 40 airs d'opéra célèbres par les plus belles voix du monde. Un téléviseur, c'est surtout un tube cathodique, car c'est de lui que dépend la qualité de votre image. Le tube Black Diva Navilight a été conçu par le premier fabricant au monde de tubes cathodiques grand écran. C'est rassurant, non? D'ailleurs, j'ai caché le nom de ce fabricant. Alors, une devinette, quelle est la marque de ce téléviseur Black Diva Navilight? Dans quel état sont vos concurrents? Réponse par Minitel 3617 Vérif, la banque de données sur les entreprises. Toutes les plus belles valses réunies en un seul album, André Rieu Valse. André Rieu Valse, l'album qui va vous faire tourner la tête. Laguna, ABS et airbag en série. Il n'y a pas que ceux qui conduisent qui aiment les voitures. Revivez le Zénith des Enfoirés. Revivez le Zénith des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. L'appareil photo APS hyper intelligent. Chargement facile. 3 formats de prise de vue. Classique, 16 neuvième, panoramique, 13e.
Kodak Atlantique, appareil APS à partir de 290 francs. Moi, ça fait 2 ans. Ça fait 15-16 ans, moi. Ah non, chérie, 18-19. Non, mais t'as toujours moi, je ne dirais pas. Moi, j'ai besoin de lunettes pour voir de près depuis 7-8 ans. C'est pas marrant, mais ça arrive à tout le monde, passer la quarantaine, oui. On passe sa vie à chercher ses lunettes. On les a jamais où il faut, quand il faut. Je ne les cherche plus, je ne les trouve jamais. De là est née l'idée du coffret. La Forti d'Afflelou. 4 lunettes identiques, même puissance, bien évidemment. 4 couleurs différentes. Avec un étui. 390 francs. Les montures et les verres, au maximum. Tout le coffret. 390 francs. La Forti d'Afflelou. Loin des bruits du monde et la fureur des sentiments, les Trappistines nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. 130 milliards, soit 433 Airbus ou 9 ans d'impôts sur la fortune. C'est le coût vertigineux du désastre du Crédit Lyonnais. Pour la première fois, les proches de Carlos, le terroriste le plus connu du monde, parlent. Envoyé spécial, un magazine de la rédaction présenté par Paul Mahon et Bernard Benyamin, jeudi soir sur France 2. Bonsoir à tous et à toutes. L'incendie qui a ravagé l'immeuble du Crédit Lyonnais le 5 mai 1996 était très vraisemblablement d'origine criminelle. Dans une enquête réalisée pour le magazine de notre rédaction, Envoyé spécial, vous verrez jeudi pourquoi les enquêteurs en sont arrivés à cette conclusion. Jean-Pierre Métivet. Ce serait donc un incendie très suspect, qui pourrait avoir une origine criminelle. Plus d'1 an et demi après le feu, l'enquête n'est toujours pas terminée, mais les experts commencent à marquer des points. Il faut retrouver le départ d'un feu pour savoir si un incendie est accidentel ou criminel. Au Lyonnais, il a fallu 1 an pour déblayer les gravats. Et là, les experts ont eu une surprise. Nous sommes en mesure d'affirmer de sources concordantes et proches de l'enquête que l'un des experts, réputé comme l'un des plus grands spécialistes des incendies, et désigné par le tribunal de grande instance de Paris, a écrit dans un pré-rapport, en juin 1997, qu'il y a eu au Lyonnais 2 départs de feu, sans communication l'un avec l'autre, ce qui semblerait indiquer une origine criminelle de l'incendie. Les experts vont continuer quand même à vérifier toutes les possibilités techniques qui pourraient expliquer une telle anomalie, la présence de 2 foyers distincts. Mais l'hypothèse criminelle est désormais ouverte. Les experts ne rendront leur rapport final qu'en juin 1998. Moins de 3 mois après l'incendie, le Crédit Lyonnais a reçu de ses assureurs une indemnité de 1,3 milliard de francs. Ce mardi, le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, a présidé une table ronde consacrée aux problèmes de sécurité dans les transports en commun. Il a annoncé que de nouvelles mesures seraient prises afin d'assurer la sûreté des uns et des autres. Daniel Wolfram, Jean-François Chevet. Des élus, des responsables de réseau, des syndicats, près de 100 personnes autour d'un ministre. Il est vrai que l'affaire est grave et que la sécurité dans les transports mobilise aujourd'hui opinion et pouvoir public. Le plan de M. Guessot prévoit en fait 4 grands types de mesures. Il s'agit tout d'abord d'humaniser un peu plus les réseaux et pour ce faire accroître la présence des personnels sur le terrain. 1600 agents sont prévus en plus à la RATP et à la SNCF pour la seule Île-de-France, et ce sur 3 ans. 1100 emplois jeunes créés dès l'an prochain à des postes d'agents d'ambiance. Ce sont eux qui assurent la médiation des petits conflits. Le ministère des Transports prévoit également des moyens supplémentaires pour les équipements de sécurité. 4000 autobus en Île-de-France devraient être dotés de ce système de localisation par satellite, et ce, dès l'an 2000. En province, l'enveloppe pour la sécurité sera portée de 30 à 50 millions de francs l'an prochain. Ce plan prévoit aussi un volet répressif. Le Parlement pourrait ainsi voter une modification du code pénal prévoyant des peines aggravées pour les agressions contre les agents des transports en commun. Même sanction plus lourde pour les attaques visant des voyageurs. Enfin, M. Guessot a demandé au ministère de l'Intérieur d'accroître les unités de police spécialisées dans la protection des réseaux de transport. À Paris, 200 policiers en plus pour la SNCF et la RATP. En province, des brigades spécialisées, comme dans la capitale.
Comme un chef d'État, le président de Toyota a été accueilli à Onnain, près de Valenciennes, là où va s'implanter une usine Toyota. 2000 emplois devraient donc être créés ici. Et à l'occasion, on a même appris que le président directeur général de la firme japonaise avait lui-même procédé à des repérages dans la région avant l'ultime prise de décision. Avant cette visite, et comme un chef d'État déjà, le numéro 1 de Toyota avait été reçu dans la matinée par Lionel Jospin à Matignon. Comme un chef d'État encore, il a tenu conférence de presse aux côtés du Premier ministre français, Premier ministre qui a même commis un lapsus révélateur que je vous propose d'écouter. La journée de M. Toyota et de tous ceux qui l'entourent, de monsieur. C'est un lapsus révélateur, tant on dit que les grands responsables japonais s'identifient à leurs entreprises. Comme un chef d'État qui se respecte en période de cohabitation, Jacques Chirac s'est fait entendre ce soir. Venu célébrer le 30e anniversaire de la commission des opérations de bourse à Paris, le président a estimé qu'il serait bon de ne pas céder aux facilités de l'économie administrée et de la taxation excessive des capitaux. Suivez son regard. Il est temps de rompre définitivement avec l'économie administrée qui nous a valu tant de déboires. Il est temps de rendre à l'initiative privée la place qui lui revient. Je l'ai déjà dit, à trop taxer les placements et les capitaux, à trop les détourner des investissements productifs pour financer ses déficits publics, la France affaiblirait son économie et rendrait ses entreprises vulnérables aux attaques étrangères. Comme un président du RPR, Philippe Séguin a accordé un entretien au journal Le Monde. Dans cet entretien, le député des Vosges déclare que Lionel Jospin se livre à une manipulation en présentant une double réforme de la nationalité et de l'immigration alors que les élections régionales sont proches. Selon lui, cette opération a pour but d'augmenter l'audience du Front National au détriment du RPR et de l'UDF. Par ailleurs, Philippe Séguin juge que la cohabitation est un système détestable. Comme un accusé acculé, Maurice Papon a encore passé une journée difficile au palais de justice de Bordeaux. C'est ce mardi qu'on a examiné dans le détail le premier cas de déportation qui lui est directement imputé dans ses fonctions de l'époque à la préfecture de la Gironde. Dominique Verdeillan, Dominique Merle. Juste quelques photos pour se souvenir, pour témoigner. Toute la famille d'Ers Librac a été déportée. Maurice Papon est poursuivi pour l'arrestation et la déportation en 1942 de Léon, son oncle. C'est un malentendu, une erreur, concède Papon. Librac a été détenu à tort car il avait été naturalisé français. Mais je venais d'arriver à Bordeaux, dit Papon, je n'étais pas en mesure de tout contrôler. Léon Librac était incarcéré au fort du A à Bordeaux. Les Allemands voulaient le transférer à Drancy. Maurice Papon l'a d'abord envoyé au camp de Mérignac. Cela ne pouvait que servir ses intérêts, lance l'accusé qui ajoute, d'ailleurs, une fois à Drancy, le sort en était jeté. Protestation dans la salle. Car en juillet 1942, Maurice Papon fera le nécessaire pour que Léon Librac rejoigne Drancy. Le président souligne que la note parle de refoulement de juifs étrangers. C'est un terme policier et administratif, dit Papon, comme on dit refouler à la frontière. Un Maurice Papon confus qui ne convainc guère. Tout le monde s'aperçoit alors que l'accusé est en grande difficulté, à commencer par Maurice Papon lui-même. Je suis dans le brouillard le plus absolu, confie-t-il. Preuve de ce malaise, à la suspension d'audience, Maurice Papon reste dans le box et s'entretient longuement avec ses avocats. Autrement dit, toutes les apparences d'une cellule de crise. Comme il se passe toujours quelque chose en France, je vous propose un passage en revue des principales nouvelles de notre pays avec Kevin Goldman. 1000 à 1500 emplois devraient être créés à Cherbourg d'ici la fin de l'an 2000. Une société américaine de porte-conteneurs envisage d'établir une liaison entre Cherbourg et le port américain de Philadelphie. Selon le président de la Chambre de commerce, si les études techniques se passent bien, à terme, un bateau par jour pourrait faire la liaison avec les États-Unis. 40 tonnes de viande de bœuf, sans doute d'origine britannique, vont être détruites. Il s'agit d'une partie d'un lot de 140 tonnes saisies par les douanes cet été près de Lens. Les gendarmes examinent ici chacun des morceaux. Ceux considérés comme suspects seront incinérés, les autres resteront sous contrôle vétérinaire. Voici, selon les médecins légistes, l'arme du crime. C'est avec cette feuille de boucher retrouvée chez la mère de l'accusé que Dany Le Prince aurait tué son frère, sa belle-sœur et 2 de ses nièces en septembre 1994 à Torigné, près du Mans.
Au deuxième jour du procès, Danny le Prince revient sur ses aveux. C'est ma femme qui est l'auteur des crimes, c'est pour cela qu'elle m'accuse, a-t-il déclaré devant la cour d'assises. Mercredi, la cour entendra les témoignages des enquêteurs. Comme il faut bien prendre un temps de réflexion, les négociations entre syndicats et direction de France 3 sont interrompues jusqu'à mercredi matin. Ce mardi, les grévistes ont manifesté devant l'Assemblée nationale. Pour le moment, la direction de la chaîne a proposé aux syndicats des primes correspondant à 1 300 francs et une enveloppe globale de 5 millions de francs. Rien ne vaut une reconstitution des faits. 2 ans après la mort de Khaled Kelkal, suspecté d'avoir participé à la vague d'attentats terroristes de l'époque, le juge d'instruction a procédé aujourd'hui à une reconstitution de ce que l'on a appelé la fusillade de Bron, en présence d'un proche toujours en vie de Kelkal. Reportage Michel Fine et Frédéric Delarue. Il a passé la journée dans ce fourgon sous haute surveillance. Karim Koussa, le complice de Khaled Kelkal, blessé puis arrêté au col de Malval, a refusé de participer à la reconstitution. À quelques mètres de là, le commissaire Marion, patron de la lutte antiterroriste, le juge Laurence Levert, chargé d'instruire les dossiers des attentats. Il faut nous arrêter à cet endroit-là, et ensuite on ira à l'endroit où il y a eu le coup de feu. Le magistrat tente de reconstituer le déroulement de la fusillade de Bron. 15 juillet 1995, 4 jours après l'assassinat à Paris de l'imam Sahraoui, une voiture force un barrage de police. À l'intérieur du véhicule, Khaled Kelkal, Karim Koussa et un troisième homme, jamais identifié, ouvre le feu sur les policiers. L'analyse balistique l'a démontré, le fusil qui a tiré, ici dissimulé dans un sac plastique, est également celui qui a tué l'imam Sahraoui. Il manque aux enquêteurs un élément de taille, l'identité du troisième individu dans la voiture, un homme qu'il fallait absolument dissimuler à la police car il était peut-être l'un des auteurs de l'assassinat de l'imam. Ce mardi soir, le parquet antiterroriste de Paris a requis la peine maximale de 10 ans de prison ferme contre 4 responsables présumés d'un réseau du GIA soupçonnés d'avoir rapporté un soutien logistique aux terroristes ayant ensanglanté la France en 1995. Contre les autres prévenus, 6 peines de prison avec sursis et des peines de prison ferme allant de 1 à 8 ans ont été réclamées. Comme il y a toujours une première fois au sommet de l'organisation de la conférence islamique qui se tient à Téhéran, certaines voix se sont élevées pour condamner certaines violences commises au nom de l'islam. Et donc, c'est une première. Jean-Marc Ilouz, Pascal Caron, reportage. L'hymne de l'Irak, joué en Iran, du jamais vu à l'aéroport de Téhéran, pour l'arrivée du vice-président irakien M. Ramadan à ce sommet islamique pas comme les autres, orchestré par l'Iran. Deuxième surprise, aux yeux de plus d'1 milliard de musulmans, le prince Abdallah d'Arabie est là. L'Arabie, autre ennemi intime que l'Iran traitait naguère d'islam corrompu. Et Yasser Arafat, lui aussi, est venu. L'Iran, toujours opposé au processus de paix avec Israël, ne le considère plus, je cite, comme un traître. Aujourd'hui, à défaut de réconciliation générale, l'heure est donc au dialogue. Mohamed Khatami, nouveau président de l'Iran, en est le maître d'œuvre. Religieux modéré, sous surveillance constante des conservateurs, il tient sa victoire, démontrer que malgré les accusations de terrorisme, l'Iran redevient fréquentable, quoi qu'en pensent les États-Unis. D'abord un discours sans surprise, celui d'Ali Khamenei, guide suprême de l'islam chiite, qui a longuement fustigé les agressions culturelles et technologiques de l'Occident. Dénoncer l'Amérique et les sionistes, mais sans appeler cette fois à la destruction d'Israël. Et puis un message presque à l'opposé, celui du président Khatami, élu massivement contre la volonté du guide, et qui lui, sans ménager l'Amérique, a appelé au contraire à ne pas s'enfermer dans l'islam rétrograde, à étudier tout ce qui est positif en Occident. Un langage bien rarement entendu en public dans le monde musulman. Les États-Unis ont renouvelé ce soir leur appel au dialogue avec l'Iran, déclaration du porte-parole du département d'État James Foley, mais à une condition que ce dialogue ait lieu avec un représentant autorisé de l'Iran. C'était la réponse à un appel similaire lancé par le président iranien Khatami. Les commentateurs sportifs diront sans doute ce soir qu'Auxerre passera l'hiver au chaud et que les Strasbourgeois ne passeront pas leurs vacances avec les Milanais de l'Inter. Les Auxerrois ont en effet battu Twente en 8e de finale de la Coupe UEFA et Strasbourg a été éliminé par l'Inter de Milan. Christelle Bertrand. Alexander Wenzel, le gardien strasbourgeois, a fait tout ce qu'il a pu pour reculer l'échéance du but milanais. Il a même été jusqu'à arrêter un pénalty. Mais le dernier rempart de Strasbourg a cédé, faute sur Georges Laef, coup franc
et premier but de l'Inter transformé par sa star, Ronaldo. À ce moment-là, Strasbourg est encore qualifié. Il leur reste un but d'avance. Mais à la 49e minute, Zinetti va en décider autrement. Sur l'ensemble des deux matchs, les deux équipes sont à égalité. Mais Strasbourg subit. Sa défense plie et rompt à la 74e minute. Simeone inscrit le troisième but, celui qui qualifie l'Inter de Milan pour les quarts de finale de l'UEFA. Face aux Hollandais de Twente, les hommes de Giroud n'ont attendu que 3 minutes pour se rassurer. Steve Marley revient de blessure et il va bien, il marque le premier but auxerrois. Auxerre va définitivement se mettre à l'abri en deuxième période. Guy Varche sur penalty inscrit le deuxième but, son 5e en Coupe d'Europe. Pour la 6e fois de son histoire, Auxerre est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Comme il faut bien faire preuve d'originalité, l'Orchestre Royal Philharmonique de Londres a joué au Zoo de Londres devant les éléphants. Analyse William Irigoyen. Entre l'olifant et la trompette, le choix est fait. C'est ce qu'a constaté ce quintet lors d'une expérience unique en son genre menée dans un zoo. La sérénade s'appelle Nelly l'éléphant et d'emblée le pachyderme adhère. Les Pink Floyd faisaient chanter les chiens, l'Orchestre Royal Philharmonique de Londres, lui, préfère jouer à la petite bête qui monte sur la trompette avec des poids lourds. L'éléphant, c'est sûr, a donc bien l'oreille musicale. L'éléphant d'Asie, en tout cas, qui, contrairement à son cousin d'Afrique, dispose d'un organe auditif nettement moins imposant. Au final, on dira que le public était ravi, tout le public, et que l'engouement du grand mammifère ongulé n'était pas un trompe-l'œil. Comme il faut bien se quitter déjà, sachez que toute l'équipe du Journal de la Nuit, après un sujet pareil, se joint à moi pour vous souhaiter une bonne nuit. Dans un instant, la météo, Sophie Davant. À demain sur France 2, si nous sommes encore là.